Donc là, c'est les sessions de l'après-midi. Donc là, en fait, 30 minutes, on va parler un peu des nouveautés de l'hypopara. Et puis après, il y a de nouveau des ateliers. Et pour les personnes qui ne sont pas en atelier, on vous propose du coup de faire un temps d'échange. Alors, il y a la boîte à questions que j'ai remis au fond de la salle, mais il faudra aussi pas hésiter à poser vos questions a cappella. Donc on va vous présenter un peu les nouveautés de l'hypoparathyroïdie. Donc ce sujet-là en 30 minutes, on pourrait très bien en mettre 3 heures. Donc j'ai fait aussi des choix, je n'ai pas forcément pensé à tout et donc je laisserai aussi un temps pour d'autres nouveautés qui pourraient être données par les participants ou par l'association de patients. Donc j'ai pas de conflit d'intérêt avec l'industrie, même s'ils sont là aujourd'hui. Juste pour information, ils ont fait du coup des donations, mais j'ai pas reçu d'argent directement pour dire du bien de leurs médicaments. Alors, petite nouveauté, donc, est-ce que vous connaissez tous le PNDS hypoparathyroïdie? Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas le PNDS? Voilà. Donc, PNDS, ça veut dire Protocole national de diagnostic et de soins. En gros, c'est que pour la plupart, alors peut-être pas toutes, mais la plupart des maladies rares, on fait en fait des documents avec des gens qui ont l'habitude, des médecins qui ont l'habitude de s'occuper de cette pathologie, pour faire un peu un mode d'emploi qui est pour les médecins non experts. Mais donc les médecins non experts dans les maladies rares, les patients sont finalement presque tout autant experts que des médecins non experts. Et donc dans ce document que vous pouvez trouver en ligne, en tapant juste PNDS hypoparathyroïdie, vous trouvez plein d'informations pour votre suivi. Et vous pouvez en particulier aussi le mettre dans vos démarches pour les demandes d'ALD, pour les demandes d'invalidité, dossier MDPH, pour faire connaître votre maladie. C'est vraiment le terme PNDS, tous les médecins le connaissent. Donc à partir du moment où il y a un PNDS, ça veut dire qu'il y a une maladie rare et qu'il y a des choses à connaître sur cette pathologie. Et donc ce PNDS, il a été mis à jour, du coup on est plusieurs de la filière Oscar à avoir participé à cette mise à jour en 2025, sur l'année dernière, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est-à-dire que ça reste des choses forcément pas très compliquées et pourtant quand on relit un PNDS, vous voyez, tout le monde a envie de rajouter des trucs, en enlever, discuter, etc. Donc voilà, c'est vraiment un travail collaboratif. Et dans ce PNDS, vous ne trouverez pas un truc clair, net et précis. Vous ne trouverez pas il vous faut tant de calcémie. Vous ne trouverez pas il vous faut tel magnésium ou je sais pas quoi, parce qu'en vrai, ça dépend des patients. Donc il y a beaucoup de choses où vous verrez, il n'y a pas de cible, il n'y a pas de normes. On dit ce qu'on aimerait à peu près, mais c'est adapté à chaque patient. Donc allez voir, mais vous verrez qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément consensuelles parce que ça dépend des patients. Dans ce PNDS, vous avez des petits documents qui peuvent être intéressants, comme là à la fin, vous avez un tableau qui rappelle un petit peu le suivi. Qu'est-ce qu'il faut faire comme examen? Donc vous voyez que le planning d'un patient hypoparathyroïdien, c'est un planning assez chargé. Et encore, il n'y a pas tout à cette section-là du PNDS. Alors bien sûr, il y a les prises de sang. On s'intéresse de plus en plus à l'os dans l'hypoparathyroïdie, donc on l'a rajouté dans les recommandations effectivement de surveiller les marqueurs osseux. Il faut aller voir l'ophtalmo, il faut aller voir le dentiste, il faut faire l'échographie rénale bien sûr, il faut faire éventuellement une densitométrie osseuse. Et bien sûr, il n'y a pas forcément tout qui dépend de votre pathologie. Si c'est une forme génétique, il y a d'autres choses. Il faut aller voir l'endocrino pour la thyroïde si jamais vous êtes suivi par un néphro de l'hypopara par exemple. Et puis, il n'y a pas le psychologue, il n'y a pas le gynéco pour l'histoire de la pilule. Enfin, il y a plein d'autres choses aussi, mais vous avez quand même un peu les principaux examens de suivi. Sur les autres documents qui sont mis en place par la filière Oscar, on a travaillé tous ensemble sur un protocole dans l'hypocalcémie. Alors pas que l'hypoparathyroïdie, mais aussi l'hypocalcémie. Donc on a travaillé ensemble sur ce document. Et juste pour vous montrer le petit encadré, on était tous d'accord pour faire afficher en gros en rouge, juste en dessous des signes de gravité, que attention, si c'est une hypocalcémie sur une hypoparathyroïdie, c'est pas pareil. Il faut du coup ne pas attendre la calcémie pour commencer déjà à recharger en calcium. Et on le met de plus en plus dans les différents documents pour que les médecins non experts ils puissent regarder et voir directement en dessous des signes de gravité que, attention, dans l'hypopara, il y a une petite subtilité aussi, et donc ça permet aussi de mettre ça en avant. Il va y avoir aussi un protocole hypercalcémie qui est en train d'être rédigé, et tout ça, ce sera disponible sur le site de la filière Oscar, d'accès libre, que vous pouvez transmettre à vos médecins, à d'autres patients aussi via l'association. Et puis si vous allez aux urgences pour une hypocalcémie, vous pouvez aussi l'avoir dans votre sac. Finalement, ça peut aussi aider. Il y a des petites nouveautés sur le fait de mieux voir les parathyroïdes. Donc là, je vais mettre un petit warning. Je vais montrer une photo de thyroïde et de parathyroïde. Donc je sais qu'il y a des personnes qui peuvent être sensibles potentiellement. Donc ceux qui ne veulent pas regarder, alors il n'y a rien de choquant à mon sens, mais j'ai un petit biais, on va dire. Mais donc voilà, ceux qui ne voudraient pas regarder, vous fermez les yeux et je vous dis quand vous pouvez les rouvrir. C'est bon? Oh, on n'a que des courageux dans la salle. Alors pour faire un malaise, c'est la salle d'à côté, s'il vous plaît. C'est bon? C'est bon, voilà. Ah! Eh ben, on voit rien. Alors j'ai choisi quand même une photo. Et donc,
C'est justement ce que je voulais vous montrer. Alors moi, je suis pas chirurgien, donc clairement, je suis pas capable de reconnaître une parathyroïde. Mais juste pour vous montrer, on voit rien, je suis d'accord. Donc, vous voyez une coupe où là, en gros, je suis pas chirurgien, c'est une thyroïde. Et là, la parathyroïde, elle est là. OK. Et là, elle est là-haut. Alors, ce qu'on appelle, c'est les yeux de la foi, c'est-à-dire que voilà, donc ça ressemble à ça une parathyroïde, et pour rappel, c'est un grain de riz ou un pépin de pastèque en termes de taille. Donc ça met les choses en perspective de se rendre compte à quel point ça peut être difficile effectivement. Et donc il y a des nouvelles techniques qui se développent pour essayer de mieux les voir, et en fait il y a une histoire que le tissu parathyroïdien il a une fluorescence un petit peu différente, et donc vous voyez c'est l'image de droite qu'on voit un petit peu mieux, sous une lumière un peu spécifique. C'est la même image, mais au lieu d'être à l'œil nu sous la lumière normale, c'est sous une autre lumière. Là clairement, oui, là la parathyroïde, elle est là. Vous voyez la pince. Et donc ça, ici, c'était une parathyroïde. Voilà. Et pareil en haut. Donc ce genre de technique est en train de se développer dans plusieurs centres, et c'est pas mal utilisé. Et l'idée, alors ça ne va pas guérir les gens qui sont déjà malades, bien sûr, mais c'est des techniques pour essayer justement de préserver au mieux les parathyroïdes. Et c'est un sujet qui intéresse pas mal de monde, notamment du coup, nous à Nantes, il y a un PHRC qui a été déposé, donc c'est en gros un programme hospitalier de recherche pour essayer de vérifier si cette technique elle est utile ou pas, donc de comparer sans la technique et avec la technique, ce qui est toujours recommandé de faire toujours un bras contrôle pour voir vraiment si c'est efficace. Et juste, j'ai surligné en bas à droite pour vous montrer que ce protocole, il y a 17 centres français, donc quand même beaucoup de monde qui est intéressé pour y participer. Donc il y a quand même pas mal de gens qui se préoccupent effectivement de cette thématique, et donc peut-être que ces techniques vont permettre d'avoir un peu moins de patients atteints dans les années qui viennent. Donc ça, c'est des petites nouveautés qui sont chouettes. Ensuite, je voulais vous reparler un petit peu de l'organisation du coup des filières maladies rares en quelques mots, parce que c'est des questions qui reviennent quand même assez régulièrement. Notamment là, vous venez un petit peu de plusieurs coins en France avec des fois pas forcément de centre de référence. Et justement, je voulais un petit peu dédramatiser tout ça. Donc en fait, les filières maladies rares, chaque maladie rare est rattachée à une filière qui va du coup s'occuper de cette maladie rare. Vous avez les maladies rares pulmonaires, les maladies rares néphrologiques, etc. Et donc il y a une filière maladie rare calcium, donc c'est notre filière Oscar, c'est celle qui s'occupe de l'hypoparathyroïdie. Et donc on est plusieurs centres en rouge comme ça qui sont centres de référence pour prendre les patients en soins, en charge, donc qui vont avoir des patients, qui vont faire de la recherche, de l'enseignement. Mais donc la question qui peut revenir assez souvent, et puis oui, dans les petites nouveautés, il va y avoir un comité hypoparathyroïdie qui va se mettre en place au sein de la filière pour qu'on puisse plus se coordonner, faire des études communes et donc mieux prendre en charge aussi les patients. C'est très bien, effectivement. Et donc, si la question qui revient souvent, et c'est pour ça que je voulais vous parler de ça, c'est ok, c'est super, mais moi, j'ai pas de centre de référence. Ça arrive souvent pour pas mal de patients. Et donc, je voulais répondre à cette question aujourd'hui, de dire que c'était pas forcément embêtant, parce que vous êtes quand même beaucoup à pas être suivi dans un centre de référence. Pourquoi ? Parce que déjà, on a ce qu'on appelle des RCP, des réunions de concertation pluridisciplinaires organisées par la filière Oscar, où n'importe quel médecin sur le territoire peut poser des questions à des hypoparatologues en particulier. Donc c'est tous les mois et on se réunit. Et donc votre médecin, si vous n'avez pas un médecin qui est archi-spécialiste, vous pouvez lui dire que ces réunions existent et qu'ils peuvent présenter des patients pour justement avoir des informations. Donc on peut toujours faire appel à un ami. Et puis cette représentativité, elle est sur toutes les maladies phosphocalciques. Et par exemple, le centre de la Pitié, qui est un centre très très reconnu dans l'hypoparathyroïdie, avec le docteur Gander et le docteur Bertocchio, ils ne sont pas centres de référence, en tout cas pas encore, mais ils ont une vraie expertise aussi. Donc c'est pas parce que c'est pas un centre de référence qu'il n'y a pas une vraie compétence hypopara. Et du coup, nous, on a du coup forcément pas mal de patients de la région ouest, mais un petit peu aussi au-delà. Et on a réfléchi à un projet qu'on va mettre en action dans quelques jours avec l'association Hypoparathyroïdisme France. On a eu un financement de la fondation Groupama, qu'on remercie, pour justement se dire qu'on en avait marre que les patients fassent des kilomètres et qu'on allait, nous, plutôt se déplacer pour aller former les équipes locales, ce qui, j'espère, à terme, permettront qu'on ait un petit peu moins de différences selon les régions. Donc c'est le projet Tu me prêtes ton spé. Et donc, on commence la semaine prochaine avec Delphine Bessoni, donc coprésidente de l'association Hypoparathyroïdisme France, pour aller voir les gens de Bayonne, puisqu'il y a un petit manque dans le sud-ouest. En tout cas, on a beaucoup de patients qui font beaucoup de routes sur cette région-là. Et donc, l'idée, ça va être de pouvoir faire des consultations conjointes avec le médecin qui est sur place, faire une réunion le midi pour les médecins qui sont effectivement dans la région. Et parallèlement, on a Manon Chiffolo qui coordonne le programme d'éducation thérapeutique, qui va faire un groupe avec les patients et avec Delphine Bessoni pour discuter aussi un petit peu, faire de l'éducation thérapeutique pour les patients. Donc on espère que ce sera utile. Et donc si vous êtes dans une zone géographique où il n'y a vraiment pas de référent, on peut effectivement proposer ce système en espérant qu'il fonctionne. On vous dira dans quelques temps. Et on a déjà d'autres centres qui nous ont contactés pour faire ça. Donc on espère que ça va aider.
Et après, je vais passer la parole à Manon pour vous parler un petit peu du programme d'éducation thérapeutique. Bon, c'est pas une nouveauté, hein, ça fait 4 ans que le programme existe aujourd'hui. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'éducation thérapeutique du patient, on a des programmes qui sont le plus souvent faits en présentiel, d'accord, pour certaines pathologies, spécifiquement pour les pathologies de manière générale. Je vais parler en l'occurrence de l'IETP, donc le programme d'ETP qui concerne donc l'hypoparathyroïdie, qui est fait uniquement en distanciel. Parce que comme on l'a vu, la maladie est rare, vous venez de partout. Et donc pour que vous puissiez en bénéficier, on a mis en place un programme donc en distanciel. En quoi ça consiste ? Déjà, dans un premier temps, les inscriptions se font sur le site internet directement du CHU, où on va déposer son dossier directement sur la boîte mail ou bien via le site internet avec un questionnaire. Alors il y a beaucoup d'administratifs, mais c'est un peu obligatoire pour pouvoir accéder à ce programme d'éducation thérapeutique du patient. Au niveau des inclusions, donc là on peut voir un petit peu la répartition, parce qu'aujourd'hui on compte 14 cycles au total, donc 14 programmes qui ont été faits pour l'hypoparathyroïdie. On peut voir sur la première carte donc la répartition sur les 10 premiers cycles. Donc vous venez de partout en France, même une personne en Martinique. Pour les cycles 11 à 14, pareil, on voit un petit peu la répartition avec une personne de Guadeloupe. Au total, donc, depuis 4 ans, il y a 78 patientes qui ont bénéficié de ce programme d'éducation thérapeutique. Donc on en compte en 2025 17, dont 13 hors région, Pays de la Loire. Concernant le déroulé du programme, en quoi ça consiste ? D'abord, on va faire une séance individuelle, donc en distanciel, toujours en visio, où je vais analyser un petit peu vos objectifs personnels, vous rencontrer, échanger, et c'est pour définir vraiment vos objectifs, analyser vos besoins éducatifs par rapport à l'hypoparathyroïdie. Ensuite, il y a 6 ateliers qui sont faits en collectif, environ 4 à 6 personnes par cycle du programme qui sont effectués. C'est des ateliers d'1h30. Je vais vous plus détailler un petit peu les ateliers ensuite. Et on finit toujours après par un bilan de fin où je vous revois individuellement donc, pour faire un petit point, pour voir un petit peu les acquis, pour discuter de comment vous avez vécu aussi le programme. Donc pour le bilan éducatif, pour vous dire, pour les personnes qui ont suivi ce programme, on a quand même toute une trame, pas mal de questions pour faire un petit point de manière générale, que ce soit sur le vécu, la communication, les loisirs, les relations avec les soignants, avec les proches, etc. Donc c'est vraiment, globalement, on fait entre guillemets un état des lieux et pour voir un petit peu vos objectifs ensuite personnalisés pour adapter au mieux le programme. Donc voilà, on s'appuie également sur le cycle qui est la qualité de vie perçue. Donc je vous pose pas mal de questions pour échanger. Et on analyse également l'étoile de compétences. Donc je vais vous poser pas mal de questions pour voir un petit peu et vous allez vous auto-évaluer pour savoir où vous en êtes avant le programme, sur vos connaissances sur la maladie, les symptômes, etc. Je vous parlais tout à l'heure des ateliers ensuite que vous pouvez suivre quand vous faites le programme d'éducation thérapeutique. Donc le premier, c'est mon quotidien avec la maladie. Deuxième, symptômes et signes d'alerte, qui sont faits par Lucille Figuère et avec une personne de patiente experte de l'association Hypoparathyroïdie France. Les traitements, pareil. Le suivi. 5e atelier, communiquer sur la maladie. Et le dernier, l'alimentation et hypopara, qui sont faits par les diététiciennes du CHU de Nantes. On commence toujours par les règles du groupe, toujours, pour que ce qui est important lors de ces ateliers, c'est vraiment la confidentialité. Et on évite que tout ce qui est dit lors des séances reste bien parmi le groupe qui est suivi donc, au sein du groupe.
On utilise plein de différents outils donc éducatifs pour alimenter un petit peu nos différents ateliers. Et on apporte également quelques supports ici, avec le certificat que certains ont dû avoir aussi, certificat de patient hypoparathyroïdien, avec la carte mentale pour illustrer et résumer un petit peu les échanges qui ont eu lieu, et des différents supports sur le suivi et les médicaments. Concernant le bilan de fin, je vous évoquais que ensuite on vous revoit en individuel, en visio. On fait un petit point sur l'étoile qui avait été faite en bilan initial. Et on voit un petit peu l'évolution de vos connaissances. On fait un petit point général par rapport au programme que vous avez pu suivre. Ce qui a été évalué aussi, pourquoi cet intérêt de faire ce programme, c'est de voir un petit peu votre qualité de vie. Donc on vous pose pas mal de questions, notamment sur des questionnaires SF36 sur la qualité de vie. Avant, à 3 mois, à 6 mois, on sait que c'est un peu contraignant de devoir réclamer des questionnaires, etc. Mais en soi, on voit vraiment que le programme est bénéfique pour vous au niveau de votre qualité de vie. Notamment, ce qu'on a pu mettre en évidence, déjà sur l'étoile de compétences que je vous ai évoquée en bilan initial et en bilan de fin, on peut voir que la moyenne augmente avant le début du programme et à la fin du programme. Pareil, au niveau de votre qualité de vie perçue, le cycle, on peut voir que la moyenne augmente au fur et à mesure, donc avant le programme et à la fin du programme. Concernant le SF36, donc votre qualité de vie, ce qu'on a pu mettre en évidence avec tous les questions, donc les différents items qui traitent différents items, que ce soit la santé perçue, votre activité physique, etc. On a pu voir que le score augmente significativement au cours du suivi. On a fait des résultats sur plusieurs patients-patientes. Au niveau du score de vitalité, on a également vu une augmentation significative. Et pour l'activité physique, on n'a pas forcément vu d'évolution. Voilà. Merci. On enchaîne. Merci Manon. On enchaîne sur les nouveautés du coup de la Pitié-Salpêtrière. Donc je dis c'est un gros centre d'hypoparatologues aussi, donc avec le docteur Cécile Gander et le docteur Jean-Philippe Bertocchio, donc ils nous ont gentiment préparé des petites diapos pour aujourd'hui. Donc ils ont aussi un programme d'éducation thérapeutique qui roule bien depuis quelques temps aussi, alors qui est en présentiel, mais du coup Paris est peut-être plus simple d'accès aussi. Avec du coup voilà, vous voyez du coup 2 jours et demi au total. Du coup c'est sur les vendredis, c'est sur 4 semaines. Ils vont bientôt, ils m'ont dit, lancer les hippoparateliers aussi, qui seront donc voilà, mis en ligne à partir de septembre, mais en présentiel aussi. Puis il faut un truc super chouette que nous on n'a pas la chance de faire, qui est le théâtre du vécu, qui est voilà, a priori vraiment très 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 chouette, effectivement, avec des comédiens, et ça c'est vraiment un outil aussi formidable. Donc voilà, ça c'est très bien. Et si vous avez des questions par rapport à ça aussi, je me tourne. On a du coup la chance d'avoir Kathleen Tissy, qui est du coup diététicienne à la Pitié, qui est cachée au fond de la salle. Donc si vous avez des questions sur le programme de la Pitié ou sur le centre de la Pitié, si vous habitez Paris, n'hésitez pas à aller la voir. Et ils sont aussi très intéressés pour prévenir l'hypoparathyroïdie. Et donc, ils ont mis en place aussi cette année une nouvelle réunion de concertation pluridisciplinaire qui s'appelle RCP Prév Hypo, pour prévenir l'hypoparathyroïdie. Parce que voilà, comme on ne peut pas guérir, on essaye de prévenir. Et donc, ils ont mis en place cette réunion pour que, quand il y a des chirurgies qui sont à risque, par exemple des gens qui ont déjà été opérés des parathyroïdes ou de la thyroïde et qu'on sait qu'il y a un risque d'hypoparathyroïdie, de pouvoir discuter quel est le meilleur geste, est-ce que vraiment il faut opérer pour pouvoir éviter effectivement chez les patients les plus à risque d'avoir une hypoparathyroïdie. Donc, ils ont mis ça aussi en place. Donc voilà pour les activités du coup de la Pitié. On va parler des activités traitement. Je savais que cette diapositive marcherait. Donc on va parler un petit peu de la nouveauté du Palopeg teriparatine, donc qui est un des nouveaux traitements de l'hypoparathyroïdie du coup qui est disponible en France depuis fin d'année dernière. Alors cette petite diapo pour vous dire que voilà, ça pourrait être magique, mais non. Ça va être le premier message et le laboratoire le présente vraiment comme ça de toute façon. C'est pas magique. Ça guérit pas l'hypoparathyroïdie. Par contre, vous êtes plusieurs à avoir ce traitement ici et avoir
vu des améliorations, et moi en tant que médecin de l'hypopara, je le constate aussi et j'en suis ravie, mais ça ne guérit pas l'hypoparathyroïdie. Donc personne ici sous palopec tériparatide n'est à se dire super, je suis guérie, j'ai même pas besoin de venir à ces journées. Au contraire, vous êtes quand même là. Donc c'est pas forcément très facile non plus, mais c'est vraiment une arme thérapeutique supplémentaire qu'on a dans l'arsenal. Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Donc juste pour expliquer globalement le fonctionnement par rapport au traitement d'avant, le tériparatide, qui était du coup le traitement utilisé pour l'ostéoporose, qui était un équivalent de parathormone. Là, c'est aussi un équivalent, on va dire, de parathormone. Ça ressemble à la même chose. La parathormone, c'est vraiment des petits peptides, hein, c'est des petits acides aminés collés, c'est un petit truc comme ça. Et en gros, ils ont une technologie, alors je vais peut-être mal l'expliquer, mais je vais le faire vulgariser et simple, où en gros, la parathormone, elle est effectivement un peu cachée dans un genre de bouclier, et il va y avoir un petit lien qui, au fur et à mesure, va du coup la relâcher, et en fait, on fait une injection, mais sur cette injection, la parathormone, elle est diffusée un petit peu en continu, comme si vous aviez une pompe qui faisait de la parathormone en continu. Donc c'est beaucoup plus physiologique que les injections qu'on avait de tériparatide, mais moi qui ne suis pas hypoparathyroïdienne, j'ai mangé du gâteau avec de la crème dedans, ma pâté sait qu'il y a eu du calcium, pouf, elle va s'adapter, alors que là, forcément, ça ne peut toujours pas s'adapter. Donc c'est pas parfait non plus, mais c'est vraiment le plus physiologique qu'on peut avoir pour l'instant. Leur traitement, il fonctionne. Là, ils ont de toute façon, il est commercialisé, il y a les études qui ont été faites. La calcémie, vous voyez par exemple, alors j'ai mis quelques résultats, hein, mais forcément il y en a beaucoup plus, mais on voit qu'il y a une vraie stabilité aussi sur la journée. Là, vous voyez la calcémie fait à plusieurs temps, et vous voyez que sur 24 heures, quand on est sous traitement, la calcémie, elle ne fait pas de yo-yo, donc ça c'est quand même vraiment intéressant. Et puis, ça fonctionne aussi biologiquement de façon nette, c'est-à-dire que vous avez en gros du coup la prise de 1-alpha-urocaltrol, la prise de calcium, et bien entendu j'ai oublié de mettre la légende, non elle est là, ouf, parce que sinon c'est pas très scientifique. Vous avez du coup au début de l'étude ici deux groupes, des patients qui ont du placebo et des patients qui ont du coup le palopec tériparatide en bleu ici. Et donc vous voyez que dès qu'on commence le traitement, en gros en 15 jours, il n'y a plus besoin de alpha, il n'y a plus besoin de calcium quand on est en palopec tériparatide, alors que sous placebo, ça ne change pas trop. Par contre, quand on met tout le monde sous traitement, voilà, il n'y a plus besoin. Donc biologiquement, ça, il fonctionne. On a même des patients, peut-être des gens ici, qui ont fait des hypercalcémies aussi. Donc voilà, biologiquement, il fonctionne très bien. Il est disponible sous 3 stylos. Et j'en profite pour dire justement que c'est compliqué, mais ça le laboratoire le sait. Vous êtes plusieurs aussi à être un peu impactés par ce 3 stylos avec des doses différentes, avec un petit, voilà, on fait varier la dose. Et donc c'est un peu la problématique actuelle, c'est que si on a besoin de passer d'un stylo à un autre, il faut effectivement changer de stylo, et c'est un peu de se faire des nœuds au cerveau, de dire alors comment sera la calcémie de la patiente dans la semaine prochaine ou dans une dizaine de jours, et des fois on se trompe. C'est-à-dire qu'on se dit mince, j'aurais bien voulu monter la dose parce que la calcémie baisse, et puis au moment où on a le nouveau stylo avec la plus grosse dose, paf, la calcémie elle est montée, donc on a envie de repasser à l'autre, sauf que c'est un traitement qui vaut cher, qui est disponible que dans une pharmacie hospitalière, mais tous les hôpitaux, pas que les CHU, donc c'est disponible quand même dans pas mal de villes en France. Mais effectivement, il y a ce côté de stylo qui n'est pas forcément très, très pratique, mais c'est surtout sur l'initiation, parce qu'après, une fois que les patients vont avoir leur dose stable, ce sera beaucoup plus simple, mais le début, voilà, on joue un petit peu effectivement à ça. Et puis nous, voilà, de notre côté, ça ressemble à ça, c'est de recevoir un mail il y a quelques jours, alors à votre avis, ce sera comment la calcémie la semaine prochaine? Je ne sais pas, on va voir. Et puis des fois, ça peut arriver qu'on veut vraiment changer d'un coup parce qu'il y a une hypercalcémie, donc on veut baisser, ou à l'inverse on veut monter, et puis le stylo il n'arrive pas au bon moment. Le stylo il est valable 14 jours, et donc si on se rend compte de ça 2 jours avant la fin du stylo, pour en avoir un autre, du coup des fois le délai c'est un peu juste aussi. Donc voilà, le début n'est pas forcément parfait, mais effectivement en termes de biologie et puis du reste c'est quand même plutôt intéressant. Et donc moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est les données sur la qualité de vie, savoir en gros est-ce que ça améliore au niveau des symptômes. Donc dans l'étude, effectivement, on voit un petit peu comme ce que vous a montré Manon sur les scores qualité de vie, que en gros, plus ça monte, plus on est embêté, on va dire, par les symptômes. Et donc vous voyez que les symptômes, ils ont tendance à diminuer quand on est sous traitement, ce qui est confirmé quand même par les patients qui ont ce traitement. Et donc nous, on va regarder aussi comme plein de centres, c'est aussi pour ça le comité hypoparathyroïdie au niveau national, il va essayer de regarder un petit peu, de savoir est-ce qu'il guérit tous les symptômes, est-ce que tel ou tel symptôme est mieux ou pas, pour qu'on puisse nous le plus guider les patients aussi à est-ce qu'il faut prendre ce traitement ou pas. Et le grand questionnement pour nous, ça va être est-ce qu'il fait mieux que le tériparatide sur les symptômes? Pour l'instant, on a l'impression que oui, mais il faut qu'on le démontre vraiment sur les questionnaires qualité de vie, et comme ça, on pourra mieux guider les patients.
L'autre traitement, alors qui lui n'est pas commercialisé, qui est à l'étude, c'est l'énéboparatine. On en avait parlé un petit peu l'année dernière. L'année dernière, il y a eu une phase 2 où on voyait sur le même genre de courbe que vous avez vu sur le traitement du couple alopectériparatide que sur la phase 2, c'est vraiment une courte durée d'action, enfin courte durée d'étude, c'est 3 mois. Ben, on voit que ça a amélioré effectivement les choses et qu'il y avait moins besoin de prendre de traitement. Et là, la phase 3 est en cours. Phase 3, ça veut dire un essai randomisé, c'est-à-dire qu'on a pris des patients. Pendant 6 mois, ils avaient du placebo ou de l'énéboparatine. En aveugle, c'est-à-dire que ni le médecin ni le patient ne sait ce qu'il a, mais en pratique, on voit bien chez qui on arrête le 1-alpha ou pas. Donc voilà, c'est un faux aveugle, mais bon, c'est comme ça. Et à 6 mois, tout le monde passe sous ce traitement. Là, l'année s'est terminée, donc tous les patients ont fini leur année, donc on attend les résultats. Et je vous dis rien, parce qu'on on en a eu quelques-uns sur une réunion, mais pour l'instant, on n'a pas le droit de communiquer dessus. Il y a plein d'autres traitements du coup, qui sont à l'étude, ça c'est vraiment une bonne nouvelle, c'était pas du tout ça il y a quelques années. Je vous ai mis quelques exemples. Il y a des traitements de parathormone oral dans l'ostéoporose. Il y a des composés, effectivement. Il y a MBX, je crois que vous en aviez entendu parler aussi au sein de l'association. Et puis on reçoit encore des mails de « on aimerait bien développer un nouveau traitement, est-ce qu'on peut vous contacter ?» Donc il y a des choses, ça intéresse les gens. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Donc la grande question, peut-être dans quelques années, ce sera quel est le meilleur traitement ? Et sûrement que la réponse, ce sera ça dépend. Ça dépend, est-ce que votre problème c'est les crampes, est-ce que votre problème c'est la calcémie, les calculs rénaux. Et donc voilà, on pourra voir un petit peu choisir en fonction, on espère, en tout cas on croise les doigts. Une question qu'on m'a posée hier en consultation, et juste j'ai pas fait de diapo, mais pour la greffe de parathyroïde. Je ne sais pas si c'est une question qui peut intéresser certains d'entre vous. On peut greffer des parathyroïdes, il y a eu des publications, mais en fait quand on greffe un organe, donc on prend un donneur décédé, on prend les parathyroïdes et on les greffe à quelqu'un, donc on remet des parathyroïdes, donc ça a l'air plutôt sympa comme idée. Sauf que quand on greffe quelque chose, un organe ou un tissu, il faut du coup qu'on mette des anti-rejets. Et les anti-rejets, ça peut donner des cancers ou des infections. Donc entre l'hypoparathyroïdie ou le risque de cancer ou d'infection, pour l'instant, on n'a pas d'anti-rejet qui permettrait de se dire le risque il est tellement minime qu'on peut envisager cette option. Donc on le garde vraiment que pour les patients qui ont du coup besoin d'une autre greffe, pour autre chose, notamment des maladies génétiques qui ont besoin de greffe de rein et pourquoi pas parathyroïde. Et là, je vais passer la parole à Clémence pour la suite. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose, le centre Calypso? Je pense que depuis ce matin, on en parle un petit peu, mais en fait, on a fait un site internet qui est www.centrecalypso.fr, qui a déjà été dessus à main levée. Ok, très bien. Donc, il est sorti en mai cette année, donc avec le docteur Figuer et moi-même, nous avons développé un site internet qui vous permet à vous, en tant que patient et à des professionnels de santé, d'avoir accès à du contenu concernant des maladies rares. Comme le docteur Figuer est plutôt spécialisée en hypopara, elle s'y connaît en calcul rénaux. Pour le moment, on a des contenus plutôt complets sur ces 2 pages, mais les d'autres pathologies vont venir. Pour parler de l'hypopara, donc voici l'Hypopara City. Alors, c'est une petite ville sur laquelle vous pouvez cliquer sur les bâtiments. Donc, par exemple, si vous cliquez sur la médiathèque, vous avez le PNDS, comme on a parlé tout à l'heure. Si vous avez ici... très festif, l'association Hypopara France de patients. Voilà, donc il y a des conseils aussi pour les analyses, la diététique, mais ça on va revenir ensuite avec les supports. Et donc, si on clique sur le petit laboratoire d'analyse, nous avons analyse et suivi. Et ici, vous pouvez télécharger des PDF qui peuvent être imprimables de comment faire une prise de sang, parce que parfois on n'a pas forcément les codes, être à jeun, pas être à jeun. Voilà. Comment interpréter sa prise de sang en tant que quelqu'un qui est atteint d'une hypoparathyroïdie. Comment faire les urines des 24 heures. Comment interpréter les urines des 24 heures. Et quels sont les autres examens que vous pouvez faire aussi. On a aussi la petite mairie ici pour parler du travail. Donc voilà, vous avez tous les détails. Pareil, ça peut renvoyer sur d'autres sites internet. Ça peut être du contenu téléchargeable aussi. Et on a aussi la grosse partie diététique, donc tout en haut, la petite cantine qui fait référence à la cantine de Nantes. Donc vous avez une partie sur le calcium, le sel, les oxalates, le phosphate et comment s'hydrater, les boissons. Donc voilà à quoi ça peut ressembler. C'est des petits supports que vous pouvez imprimer. Tout est écrit dessus, voilà.
Et ensuite, si certains ont des calculs rénaux, nous avons aussi Calcul City, qui est la même ville déclinée. On ne trouve pas les mêmes choses, je vous rassure. Donc toujours les mêmes bâtiments, les mêmes thématiques. Pour ce qui est de la diététique, on va plus savoir faut-il manger du calcium, quel régime en cas d'une cystinurie, un peu plus en fonction de certaines pathologies. Et ensuite, à peu près les mêmes protocoles pour modifiés en fonction. Les analyses et suivis, comment faire les urines des 24 heures, quelle biologie est recommandée et quel type de calcul vous pouvez avoir, parce qu'il existe plusieurs types de calculs rénaux. Alors ensuite, on a aussi notre chaîne, on a la partie événements. Je ne sais pas si vous le voyez tout en haut. Hop là. On a la partie aussi événements, où vous pouvez retrouver tout ce que nous faisons. Donc typiquement, la journée Hippopara est sous cette forme de vignette. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais les conférences ont été filmées, donc vous pourrez les retrouver sur notre chaîne YouTube Centre Calypso, où il y a les autres années, 2023-2024 de l'Hippopara, ainsi que d'autres événements qu'on peut faire. Et voilà, l'équipe Hippoparade de Calypso. La surprise. Eh ben, merci beaucoup. Et donc, du coup, donc toute l'équipe Calypso. Alors, on est un peu comme l'association Hippoparathyroïdisme France. On a un vrai problème de parité. Parce que clairement, je sélectionne les gens que si ce sont des femmes à cheveux longs, visiblement. Alors, on est tout un peu pareil. Mais donc, voilà, un petit problème de parité. Et du coup, alors, on est forcément très en retard parce qu'on a commencé en retard. Mais du coup, voilà, c'est pas exhaustif et c'était pour vous montrer quelques petites choses. Mais est-ce que vous avez aussi des nouveautés ou des choses que vous voulez partager? Et je cherche Christelle et Delphine, je sais pas si, ou même dans, voilà, si vous voulez. C'est par rapport à la calcémie, est-ce qu'il y a des projets de stylo comme pour les diabétiques en fait? Ouais, c'est toujours une question chaque année qui revient. Donc, pour d'avoir un genre de dextro, c'est-à-dire de pouvoir mesurer sa calcémie au bout du doigt, je pense que tout le monde ici serait archi ravi. Ça existe chez les bovins depuis de nombreuses années. Voilà, les vaches, elles peuvent, mais pas sur une goutte de sang. C'est vraiment un gros tube. Donc, voilà. Ça existe chez les souris aussi, voilà, mais pas chez l'homme. Je ne sais pas où ça en est, très honnêtement, parce que je ne m'occupe pas du tout de ce genre de recherche. Mais et les labos sont-ils intéressés pour développer un lecteur de calcium? Alors, j'ai vu, petit aparté sur LinkedIn, quelqu'un qui se réjouissait, ils ont développé un lecteur de phosphate. J'étais à droit de leur dire, mais vous êtes trop bêtes, on veut du calcium, on veut pas le phosphore. Mais donc voilà, non, moi j'ai pris contact avec certains qui développent dans les urines, mais ils n'avaient rien de prévu dans le sang, et donc je sais pas où ça en est. Voilà. Oui. Si vous trouvez des choses sur Internet qui sont validées scientifiquement parlant, tout ça, bien entendu que les médecins du calcium, ils vont en entendre parler et vont transmettre l'information à tout le monde. En espérant que ce ne soit pas quelque chose qui coûte très très cher pour le patient, mais c'est aussi ça le problème. Donc moi je me demandais, par rapport aux nouveaux médicaments, comment sont sélectionnées les personnes? Ouais, donc pour les traitements injectables, c'est vraiment donc celui l'énéboparatide qui est en recherche, c'est vraiment un protocole de recherche, donc il y a des critères d'inclusion et de toute façon il n'y a plus d'inclusion. Voilà, il y a eu le nombre de patients, donc celui-là pour l'instant il est à l'étude et il n'y a pas d'autres patients. Et après pour le palopec tériparatide, c'est un petit peu ce qu'on discutait ce matin, donc le Yorvipat, c'est soit des patients qui ont des hypocalcémies profondes et qui ont besoin de perfusion ou voilà, où on n'arrive pas avec des calcémies très variables où c'est compliqué, soit quand il y a beaucoup de complications d'organes aussi, des calculs rénaux, des calcifications, soit tous ceux qui ont des symptômes importants, mais il ne faut pas non plus avoir une calcémie trop haute pour commencer ces traitements. Si vous commencez alors qu'avec une calcémie trop haute, ils vont de toute façon donner une hypercalcémie. Donc, voilà. Et après, c'est une discussion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation à commencer ces traitements non plus. Moi, j'ai des patients encore, une patiente que j'ai vue hier en consultation, elle n'a pas envie. Moi, j'ai envie parce qu'elle a plein de symptômes, mais elle n'a pas envie. Et du coup, c'est son choix et il n'y a pas d'obligation non plus à passer à ces traitements-là. Alors, voilà, mais si vous avez envie, mais il faut avoir les critères aussi, parce que sinon ce traitement il ne sera pas bon non plus. Si votre calcémie par exemple elle est trop haute, ce traitement il va pas être adapté. Vous parliez tout à l'heure de diffusion lente finalement et d'état stable. Et quelle est la différence avec les pompes finalement, puisque en dehors du problème matériel de la pompe Alors, du coup, sa demi-vie, c'est 60 heures. Ça veut dire qu'en gros, si je dis pas de bêtises, 60 heures, ouais. C'est-à-dire que du coup, en 60 heures, il y a la moitié du produit qui a disparu, mais sachant qu'il y a une partie du produit qui n'est pas efficace, qui est encore du coup piégée et qui est relarguée au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment effectivement longue durée d'action. Et en aparté, ça pourrait du coup protéger quand même de l'hypocalcémie aussi. C'est-à-dire même s'il y a un arrêt du traitement à un moment, voilà, il ne devrait pas y avoir d'hypocalcémie brutale.
Avec les pompes, en fait, elles ont commencé à être mises en place dans certains centres en France, alors pas le mien, donc je ne peux pas comparer là-dessus. Voilà, je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien. Je sais qu'en tout cas, les médecins qui mettent la pompe, pour l'instant, ont tous décidé de relayer par le Yorvipath. Enfin, de ne pas remettre de nouveaux patients sous la pompe. Après, il faudra qu'ils fassent des études, comme là, on veut faire sous les patients sous Forsteo, tériparatide, qu'on passe au Yorvipath. Est-ce que c'est mieux ou pas? Ça, on ne sait pas encore. Mais pour la pompe, pareil, je pense que peut-être à un moment, ils vérifieront est-ce que c'est mieux ou pas. Voilà. Après, moi, j'ai pas d'expérience là-dessus et on n'a pas de données. Et dans l'étude Princeps, il n'y avait pas non plus de gens sous pompe pour comparer.